Il est 23h à Bagdad. Bienvenue à Bagdad. On est à une soirée ultra privée où se retrouve toute l'élite irakienne. Et non pas le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Les invités dansent, rigolent et passent un excellent moment. À première vue, c'est juste une fête comme une autre. Jusqu'à ce que, dans un coin de la salle, un homme affiche un sourire franchement inquiétant. Et c'est l'hôte de la soirée. Sans prévenir, il chope un AK-47, il met un casque anti-bruit et il balance des rafales et transforme la fête en un véritable cauchemar. Personne n'ose lui dire d'arrêter, parce que cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est Uday Hussein, l'un des psychopathes les plus instables et les plus violents à avoir exercé un tel pouvoir sur l'Irak. Uday, lui, il est complètement imprévisible. Il adore attirer l'attention, porter des vêtements hors de prix, toujours les plus voyants les uns que les autres. Il change d'avis au moins toutes les 5 minutes. Ça dépend toujours de la voiture qu'il conduit. Il possède un immense garage rempli de voitures de luxe, dont une impressionnante collection de Ferrari qui d'ailleurs deviendra célèbre après sa mort. Uday, c'est le fils de Saddam Hussein. Et pendant son enfance, Uday reçoit très peu d'attention de la part de Saddam. Son père consacre presque tout son temps à élever son petit frère, Qusay, tandis que son fils aîné est principalement confié à sa grand-mère. Sans surprise, les deux frères grandissent de façon complètement différente. Qusay est l'exact opposé d'Uday. Il déteste attirer l'attention, il évite les soirées mondaines, il s'habille de façon sobre et cherche surtout à imiter le style, le caractère et la discipline de son père. Et Uday, lui, il a hérité du nom de famille le plus puissant de l'Irak, mais certainement pas du sang-froid et de l'intelligence calculatrice de Saddam Hussein. Alors tous ces gens-là qui assistaient à ces soirées n'étaient pas là par plaisir. Ils étaient là parce que tout simplement, ils n'avaient pas le choix. Leur rôle, c'était de divertir Uday. Il était connu pour obliger ses invités à boire des quantités absurdes d'alcool. Il avait même inventé son propre cocktail qu'il surnommait le verre d'Uday. En gros, c'était un mélange de quasi tous les alcools qu'il y avait une soirée dans un seul verre. En gros, c'est un cercueil, quoi. Et personne n'osait le refuser quand il le proposait. Avec quelqu'un comme lui, vexé l'hôte de la soirée, ça pouvait très mal terminer. Mais Uday était loin d'imaginer que l'une de ces soirées complètement hors de contrôle allait provoquer une tragédie qui marquerait sa vie pour toujours. En octobre 1888, Saddam Hussein organise un banquet grandiose. Et l'occasion est importante. Le président égyptien Hosni Moubarak est en visite officielle à Bagdad avec son épouse. Tout doit être parfait, pas le moindre faux pas. L'Irak et l'Égypte viennent tout juste de tourner la page de 10 années de tension, alors cette réception est un événement diplomatique majeur. Et c'est là que Saddam fait sans doute la pire erreur de la soirée. Il décide d'amener Uday. Et à peine en quelques heures, son fils il s'enchaîne des dizaines de verres de whisky et il finit comme souvent complètement hors de contrôle. Et au beau milieu du banquet, il se lève d'un coup, attrape un couteau sur la table et se jette sur l'un des invités, devant les diplomates étrangers, et il le poignarde plusieurs fois. Et la victime, c'est pas juste un simple fonctionnaire, c'est Kamel Hanna Djejeo, le valet de chambre de Saddam Hussein. Mais c'est surtout l'un de ses hommes de confiance les plus proches. C'est Kamel Hanna. C'est le plus grand ami de mon père. La première dame d'Égypte, elle est sous le choc. T'imagines, t'arrives à une soirée, tu vois ça, pète un câble, wesh. La réception est immédiatement interrompue, le scandale il est colossal. Et le plus absurde, c'est que cette explosion de violence vient d'une rancune personnelle. En fait, des années plus tôt, Kamel avait présenté Saddam à Samira Shabandar. Le dictateur en était tombé amoureux et en avait fait sa seconde épouse. Et Uday considérait que cet homme avait trahi sa mère. Notre mère passe toutes ses journées en larmes parce que cette ordure n'arrête pas de lui amener des traînées. Et il a donc décidé de se ranger en plein banquet d'État, devant les délégations étrangères. Pour tenter de sauver la face, le régime diffuse quelques jours plus tard une version officielle complètement absurde. Selon la télévision irakienne, Kamel aurait trop bu, se serait mis à tirer en l'air et aurait semé la panique. Et Uday serait en fait intervenu juste pour le désarmer, pour le calmer. Et au cours de la bagarre, il serait mort accidentellement. Ah, ce genre de mort accidentelle, un peu comme Daniel Siad. Oui, le recruteur français de Jeune F pour Jeffrey Epstein. Il était le patron d'une agence de mannequins. On sait qu'il allait régulièrement dans ce fameux appartement avenue Foch qui appartenait à Jeffrey Epstein. J'ai une très bonne réputation et je suis très fier de ça. Pile là, au moment où il devait être arrêté et interrogé. Depuis quelques mois, il était lui-même visé par des accusations de par 5 jeunes femmes. Je suis là, je ne me cache pas, j'attends confronter la justice française, au contraire. Bam, le gars il a une crise cardiaque. Ah, c'est pas de chance quoi.
Et donc, comme pour cette histoire de Daniel Ziad, aucun Irakien croit à cette histoire. Tout le monde comprend que Saddam essaye surtout de couvrir son fils. En privé, en revanche, le dictateur, il est furieux. Kamel faisait vraiment partie de son cercle le plus proche, c'était un de ses meilleurs potes. Alors Saddam annonce en grande pompe qu'Oudaï sera sévèrement puni. Il parle de 8 ans de prison. Certains évoquent même une condamnation à mort. Sauf que, bien sûr, tout ça, c'est juste une immense opération de communication. Oudaï passe à peine 3 mois derrière les barreaux dans des conditions plus proches d'un hôtel de luxe que d'une prison, avant d'être envoyé à l'ambassade d'Irak en Suisse. En gros, il passe de la prison à Genève. Ça va. Mais même là-bas, il est ingérable. En 2 ans, il accumule tellement de bagarres et d'incidents que les autorités suisses finissent par le renvoyer en Irak. Et à son retour, Saddam lui cherche un nouveau poste. Un poste où son fils ferait le moins de dégâts possible. Et il le nomme à la tête du comité olympique irakien de la Fédération irakienne de football. Sur papier, ça ressemble à un placard doré. Mais en réalité, c'est là que le sadisme d'Oudaï va atteindre à tout autre niveau. Mets un gros like si t'as envie de lui défoncer sa gueule à Oudaï. Et dans les commentaires, dis-moi, t'aurais kiffé avoir sa vie ? Avoir autant de pouvoir, faire tout ce que tu veux, ça rend fou, hein. Bon allez, c'est parti. En 1994, l'Irak rate une occasion historique de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour la plupart des gens, bien sûr, c'est une énorme déception. Pour Oudaï, c'est une humiliation insupportable. Et quelqu'un va forcément devoir payer. Le gardien de la sélection, Hashim Hassan, raconte qu'après cet échec, lui et plusieurs membres de l'équipe, y compris l'entraîneur, sont arrêtés et ils sont torturés. Oudaï les force en fait à frapper dans un ballon en béton pour avoir fait honte au pays. Je vous parle pas de l'état des orteils après. Et ce n'est que le début. En 2001, pendant les qualifications pour la Coupe du Monde 2002, les joueurs vivent dans une telle terreur que personne en fait n'ose tirer les pénaltys. Abbas Rahim se porte finalement volontaire en disant « Si personne ne le tire, on sera tous punis ». Et il rate son penalty. 3 semaines plus tard, il réapparaît avec les jambes entièrement bandées sans qu'aucune explication crédible ne soit donnée. Les violences d'Oudaï contre les footballeurs sont à ce moment-là un secret de polichinelle. Mais les rumeurs deviennent si nombreuses que la FIFA finit par envoyer une commission d'enquête à Bagdad. Et là, on assiste à une des enquêtes les plus absurdes de l'histoire du football. Les enquêteurs réunissent juste les joueurs de la sélection et leur posent simplement une question. Est-ce que vous avez subi des actes de torture ? Évidemment, tous répondent non. Quand le fils du dictateur contrôle votre vie, c'était peut-être pas le meilleur moment pour tout raconter. Et la FIFA donc conclut qu'il ne s'agit que de rumeurs sans fondement et elle classe l'affaire. Et il faudra attendre jusqu'à ce que certains joueurs parviennent à fuir l'Irak pour que la vérité commence à sortir. L'ancien international Shahrar Haïdar confirmera que ces accusations étaient bel et bien réelles et décrira des châtiments d'une brutalité extrême. Je peux pas les décrire là sur YouTube, je vais les décrire et montrer des extraits sur mon Telegram. Donc tu scannes le QR code ou tu cliques sur le lien dans la description. Disons tout simplement que ça implique des footballeurs et des fausses sceptiques. Alors c'est pas vraiment une surprise, Oudaï est déjà connu pour sa fascination assez inquiétante pour les instruments de torture et les reliques médiévales. Parmi sa collection, on trouve un siège couvert de pointes, un écrase-doigt ou encore une vierge de fer. C'est une sorte de sarcophage, vous voyez, rempli de clous à l'intérieur que tu fermes comme ça là. Pour beaucoup d'Irakiens, Oudaï c'est un homme profondément instable, avec un accès illimité aux armes, à l'argent et surtout sans jamais avoir à répondre de ses actes. Mais ce qu'il n'a pas vu venir, c'est que sa chute allait commencer au sein de sa propre famille. En 1995, Oudaï se dispute violemment avec Wadban Ibrahim al-Hassan, le demi-frère de Saddam Hussein. Et au cours d'une soirée bien arrosée, la discussion tourne autour d'une rumeur. Wadban serait en train de devenir plus populaire auprès des Irakiens, peut-être même plus que Saddam Hussein lui-même. Alors l'ambiance dégénère très vite. Pris d'un excès de colère, Oudaï attrape une AK-47 et ouvre le feu dans tous les sens. Le bilan est catastrophique. Plusieurs invités sont grièvement blessés ainsi que 2 danseuses, mais la victime la plus touchée c'est Wadban, donc son oncle, qui a perdu une jambe, ses organes génitaux, une partie de son estomac, et tout ça à cause d'une simple rumeur. En découvrant son demi-frère dans cet état à l'hôpital, Saddam entre dans une colère noire. Et pour punir son fils, il fait détruire sa collection de Ferrari, dont Oudaï était complètement obsédé. À ce stade, Oudaï était devenu tellement imprévisible que certains estiment encore aujourd'hui qu'une des raisons pour lesquelles les États-Unis hésitaient à renverser Saddam, c'était la peur de voir son fils prendre le pouvoir. En gros, Washington préférait encore le dictateur au moins qu'il connaissait, plutôt que son héritier complètement fou et incontrôlable. Mais en 1996, tout bascule. Un Irakien de 27 ans, Salman Sharif, n'en peut plus de ces violences et des abus d'Oudaï. Et il prend alors une décision qui paraît complètement folle, c'est organiser son assassinat. Alors Oudaï était connu pour une habitude très glaçante. Chaque jeudi,
Il traversait le quartier huppé d'Al-Mansour au volant de sa Porsche dorée, à la recherche de femmes qui lui plaisaient, pour les ramasser dans la rue et les enlever contre leur gré. Allez, embarque dans la voiture. Hé, faut pas avoir peur, pourquoi tu cours? Et pendant 2 mois, un jeune Irakien de 27 ans, donc Salman Sharif, observe chacun de ses déplacements. Il note les rues qu'il emprunte, les horaires, ses habitudes, puis, le 12 décembre 1996, juste après le coucher du soleil, il passe à l'action. Alors qu'Oudaï roule tranquillement dans sa Porsche dorée, 2 hommes armés ouvrent le feu à une intersection. Près de 50 balles criblent la voiture. Les tireurs sont persuadés qu'il est mort. Mais comme vous devez vous douter, Oudaï survit. Touché par 17 balles, il est opéré d'urgence. Il doit réapprendre à marcher et gardera toute sa vie un lourd handicap. L'attentat lui laisse aussi de graves séquelles neurologiques. Après un AVC, il a beaucoup de mal à parler et les gens ont souvent du mal à le comprendre. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup pire, surtout pour lui. Une rumeur commence à circuler que cette attaque l'a rendu impuissant. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a jamais eu d'enfant malgré plusieurs mariages. Alors, vrai ou fausse, mais cette rumeur le rend encore plus incontrôlable. Obsédé par l'idée de prouver sa virilité, il multiplie les agressions contre les femmes, allant jusqu'à faire enlever celles qui lui plaisaient ou à s'en prendre aux épouses de ses propres collaborateurs. Oh mon Dieu, regardez ça. Oh, je pourrais me la faire. Alors, la vie en Irak sous Saddam Hussein était déjà extrêmement dure. Et avec Oudaï dans les parages, ça tournait au cauchemar. Puis arrive mars 2003. Le président américain George W. Bush lance un ultimatum à Saddam Hussein. Il lui laisse 48 heures pour quitter l'Irak avec toute sa famille. Sinon, les États-Unis lanceront une intervention militaire. Saddam, Oudaï et son frère Qusay ignorent complètement cet ultimatum et continuent comme si de rien n'était. Et donc, quelques semaines plus tard, les États-Unis envahissent l'Irak et en quelques jours, le régime de Saddam Hussein s'effondre. Donc, après la chute du régime, les 2 fils de Saddam, Oudaï et Qusay, prennent la fuite et ils trouvent refuge dans la luxueuse villa d'un riche homme d'affaires irakien, Nawaf Mohamed Al-Zaidan. C'est un très proche de la famille, quelqu'un en qui les Hussein avaient toute confiance. Sauf que le propriétaire comprend très vite qu'il vient d'héberger une véritable bombe à retardement. Oudaï sombre dans une paranoïa de plus en plus violente. Il hurle, fait des crises de colère et terrorise la femme du propriétaire. Au bout de quelques jours, Al-Zaidan, il n'en peut plus. En pleine nuit, il quitte discrètement sa maison et file jusqu'à la base américaine la plus proche. Il arrive complètement paniqué et il explique aux soldats américains que les fils de Saddam Hussein occupent sa maison et retiennent sa famille en otage à l'intérieur. Évidemment, il veut sauver sa femme, mais il faut dire aussi qu'il y a un autre détail qui doit le motiver, c'est que le Pentagone promet 15 millions de dollars pour la capture d'Oudaï et 15 millions pour Qusay. Donc au total 30 millions, donc comme on dit, le sens de la famille c'est bien, mais 30 millions c'est mieux. Et donc le mardi 22 juillet 2003, vers 10h du matin, une quarantaine de parachutistes américains encerclent la villa. Au mégaphone, ils lancent le classique « Sortez les mains en l'air !» En face, t'as pas un bruit. Les soldats enfoncent la porte et donnent l'assaut. Sauf qu'ils tombent immédiatement dans une pluie de balles. 3 militaires sont grièvement blessés dès les premières secondes. Les Américains se mettent à couvert, mais impossible de repérer d'où viennent les tirs. Il était en mode Scarface. Mais là, la scène qui va arriver, c'est mieux que n'importe quel film d'action. Un soldat américain remarque dans la cour la Lamborghini de collection d'Oudaï. Il monte alors dedans et il démarre le moteur. Le rugissement du moteur rend Oudaï complètement fou. Il sort immédiatement sur le balcon en criant « Hey, qu'est-ce que tu fous, c'est ma voiture !»« Olivier, Et tu vas niquer la batterie !» tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Moi, je le vois comme ça. Et donc, en une seconde, il révèle sa position. Et à partir de là, les choses dégénèrent complètement. Donc, les Américains demandent des renforts. Et environ 200 soldats supplémentaires arrivent sur place. Et la villa est bombardée à coups de roquettes anti-chars. Le rapport de force est complètement absurde. Une poignée d'hommes retranchés contre une armée entière. Et après plus de 6 heures de combat, le silence retombe enfin sur les ruines de la villa. Oudaï, Qusay et le fils de ce dernier, Mustafa, âgé de 14 ans, son Nawaf Al-Zaidan comprend immédiatement qu'il doit quitter l'Irak parce que les derniers fidèles de Saddam Hussein ne lui pardonneront jamais sa trahison. Donc le jour même, il disparaît avec toute sa famille. En échange, par contre, il empoche bien les 30 millions de dollars promis par le Pentagone. Et peu après, la Maison Blanche publie les photos des corps des 2 frères. Alors cette décision est largement critiquée. Dans le monde entier, on parle d'un manque d'éthique. Mais pour des millions d'Irakiens, c'est la première preuve irréfutable que les hommes qui avaient terrorisé leur pays pendant des années ne reviendraient plus jamais. Un max de likes pour cette vidéo, un peu bonus du dimanche. Quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, allez, faut que je vous raconte ça. Alors, s'il te plaît, un max de likes pour me soutenir dans mes efforts, mon rythme de publication là en ce moment là, je suis à fond. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de likes et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va effectivement arriver, mais très bientôt.
Oui, mais ça, c'est... Je suis fatigué. Bon, allez, bisous.